Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle page de culture. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Alfred Nobel et l'histoire du prix Nobel. Alfred Nobel fut un grand scientifique suédois né en 1833. Inventeur de la dynamite, le petit Alfred a de qui tenir. L'un de ses aïeux n'est autre qu'Olof Rudbeck, le scientifique suédois le plus connu du XVIIe siècle, entre autres pour sa découverte du système lymphatique. Le père d'Alfred est Immanuel Nobel, l'inventeur du contreplaqué. De façon un petit peu moins pacifique, il montra aussi une usine de fabrication de mines marines. La famille avait déjà une prédisposition certaine pour tout ce qui sentait la poudre. À 18 ans, Alfred Nobel part étudier la chimie aux États-Unis pendant 4 ans. En 1850, il passe un an à Paris où il étudie auprès de Théophile Jules Pelouse, collègue d'Ascanio Sobrero, qui vient de découvrir en 1847 la nitroglycérine. Mais celle-ci est très instable et ne peut avoir d'application industrielle telle quelle. Alfred Nobel rentre à Stockholm avec son père où il va s'adonner à l'étude des explosifs et à la façon de stabiliser la nitroglycérine. Pendant ce temps-là, son frère Ludwig ne perd pas son temps puisqu'il devient un magnat de l'industrie pétrolière en Russie, où il se forgera une fortune colossale. En 1871, Alfred fonde sa compagnie, Kema Nobel, et procède à ses essais de stabilisation de la nitro, mais ces expériences connaissent des fortunes diverses. Plusieurs explosions auront lieu, dont une qui coûtera la vie à 5 personnes, dont son frère cadet, Émile Nobel. Comme quoi, quand on parle du danger de travailler en famille, ce n'est pas qu'une légende. Alfred n'en continue pas moins ses tests et découvre enfin, par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, le moyen de stabiliser la nitroglycérine en la mélangeant à du sable silicieux. Désormais, il faudra un détonateur pour que la nitro explose. Alfred fait breveter son invention en 1867 sous le nom de dynamite, du grec dynamos signifiant puissance. Alfred Nobel aura comme secrétaire Bertha von Suttner, femme élégante, issue de la haute aristocratie autrichienne. Si vous ne me croyez pas, quand je vous dis qu'elle est issue de la haute aristocratie, alors laissez-moi vous épeler son nom en entier. Bertha Sophie Felicitas Comtesse Kinsky von Czinik und Tethau Baron von Suttner. Impressionnant, non? Nobel se prendra d'amitié pour Bertha, qui deviendra une grande pacifiste. Elle sera vice-présidente du Bureau international de la paix et obtiendra le prix Nobel de la paix en 1905. Heureusement, ou malheureusement pour elle, Bertha ne sera pas témoin du grand cataclysme s'éteignant une semaine avant l'attentat de Sarajevo qui plongera le monde dans la guerre de 14-18. Il n'est pas impossible que Bertha von Suttner n'ait joué un rôle important dans la prise de décision d'Alfred Nobel de créer le prix Nobel de la paix. Mais revenons à Alfred. En 1875, il s'installe en France, achetant un château en Seine-et-Oise, actuellement la Seine-Saint-Denis. Il perfectionne son invention. Là encore, par sérendipité, créant la dynamite plastique, moins sensible au choc et pouvant fonctionner dans l'eau. Malgré tout, de nombreux accidents auront lieu, dont la presse, bien sûr, se fera l'écho, et qui donneront une image de marchand de la mort à Alfred Nobel. En 1875, le navire la Moselle, transportant de la dynamite, fera explosion en quittant le port. 2 ans plus tard, c'est le déplacement du tonneau de nitroglycérine qui fera exploser le fort de Joux. En avril 1886, c'est au tour du navire European d'exploser. Alfred Nobel prépare donc des expériences devant les journalistes et les autorités militaires pour prouver l'efficacité de son invention, pour montrer que désormais la dynamite est sûre. Il lance d'une trentaine de mètres de haut une caisse pleine de 25 kg de dynamite. La caisse se brise sur les rochers en contrebas et n'explose pas. Il procède aussi à des explosions sous-marines. Il parvient à trouer une plaque de fer de 6 mm d'épaisseur avec seulement 30 grammes de dynamite. Tout le monde est impressionné. La dynamite finit donc par prouver son utilité dans les carrières et devient vite indispensable au monde. C'est par exemple à l'aide de la dynamite que l'on va creuser le tunnel du Gothard, ou que l'on va faire exploser les rochers qui obstruaient l'entrée du port de New York. Le capitaine Nahr pourra aussi faire exploser la glace lors de son expédition polaire, sans parler de son utilisation
par les militaires. Bref, la dynamite trouve des champs d'application multiples qui font la fortune d'Alfred Nobel, ce dernier déposant pas moins de 355 brevets et ouvrant 80 usines à travers le monde. On a vu que le hasard a joué un grand rôle dans les découvertes d'Alfred Nobel. C'est encore le hasard qui va décider de la suite de sa vie. En effet, en 1888, un journal français annonce par erreur la mort d'Alfred Nobel. Il mourra en réalité 8 ans plus tard. Le principal intéressé a donc le sinistre privilège de se découvrir dans la rubrique nécrologique. Et ce qui l'y lie le choque profondément. Le journal titre « Le marchand de mort est mort ». Nobel est lourdement ébranlé par cette image qu'il laisse à la postérité, celle de quelqu'un qui s'est enrichi par le commerce d'une invention qui sème la mort. Alfred Nobel n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Il veut donc tenter de gommer cette mauvaise image par un geste spectaculaire, une œuvre de paix qui aura un retentissement mondial et fera oublier sa réputation de marchand de canons. Il décide d'utiliser les 32 millions de couronnes qu'il laisse, soit près de 200 millions d'euros actuels, pour récompenser ceux qui œuvrent pour la paix. Nobel distingue 5 disciplines: la physique, la chimie, la médecine, la littérature et la paix. Mais à l'énumération de ces 5 disciplines, on peut se poser une question. Pourquoi Nobel n'a-t-il pas créé le prix Nobel de mathématiques? Une raison a été fournie. Sa véridicité est assez contestée, mais l'anecdote est trop belle pour que je la passe sous silence. Gustav Mittag-Leffler était un des plus grands mathématiciens de son temps, mais voilà, il aurait convoité la maîtresse d'Alfred Nobel, la jeune et séduisante Sophie Hess. Pour éviter que ce rival n'obtienne le prix portant son propre nom, Nobel aurait volontairement mis de côté les mathématiques. Aussi séduisante que soit cette explication, il est plus probable que Nobel s'attachait à des disciplines qui avaient une application directe, concrète. Le lauréat devait avoir œuvré pour le bien de l'humanité. Les mathématiques semblaient peut-être un peu trop abstraites à Alfred Nobel. Depuis 1901, 567 prix furent décernés à 889 lauréats. Cette différence entre le nombre de prix et celui de lauréats s'explique par le fait que parfois, plusieurs personnes reçoivent un même prix. 2 scientifiques ayant travaillé ensemble sur le même projet, comme ce fut le cas pour Pierre et Marie Curie en 1903. 2 lauréats refusèrent de leur plein gré de recevoir le prix. Il s'agit de Jean-Paul Sartre, qui refusait l'idée d'une distinction du vivant d'une personne, et de Phan Dinh Khai, plus connu sous le nom de le duc Tho, qui participa à l'élaboration de la paix entre le Vietnam et les États-Unis. Il refuse le prix Nobel de la paix en 1973 car il estime que cette paix n'est pas totalement établie. D'autres lauréats ne purent accepter leur prix contraints et forcés. Ce fut le cas de Boris Pasternak, qui obtint le prix Nobel de littérature en 1958 pour son livre « Le docteur Jivago ». Mais l'œuvre de Pasternak est jugée par les autorités soviétiques beaucoup trop poétique et surtout trop peu socialiste. Sous la pression du gouvernement, qui le traite d'agent de l'Occident capitaliste, Pasternak est obligé de refuser le prix. À sa mort, sa femme et sa fille seront arrêtées. Ultime vengeance du sympathique Parti communiste russe. Ce fut aussi le cas de Richard Kuhn, prix Nobel de physique en 1938, Adolphe Butenandt, prix Nobel de chimie en 1939, et Gerhard Domagk, prix Nobel de médecine en 1939. Tous trois durent refuser leur prix sur ordre d'Adolf Hitler en personne, celui-ci n'ayant pas apprécié que le prix Nobel de physique en 1935, Karl von Ossietzky, se soit farouchement opposé au régime. Il interdit dès lors à tout sujet de sang allemand de recevoir cette distinction. Néanmoins, tous trois prendront possession de leur prix Nobel après la guerre, y compris Richard Kuhn, fervent soutien du régime nazi, qui se distinguera en dénonçant ses collègues scientifiques juifs à la Gestapo. Nous sommes ici assez loin de l'idéal de bienfaiteur de l'humanité recherché par Alfred Nobel. D'autres prix Nobel furent assez controversés. C'est le cas du prix Nobel de la paix 1906, attribué à Theodore Roosevelt, pour sa collaboration à la paix entre le Japon et la Russie. Mais
Certains soulignent que Roosevelt fut l'instigateur du Big Stick, doctrine qui préconise l'utilisation de la force armée dans les négociations diplomatiques. Il critiquera aussi le président Wilson pour son projet de création de la SDN, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, conçue pour préserver la paix dans le monde. Le New York Times de l'époque parle de Roosevelt comme étant le plus belliqueux des citoyens américains, ce qui fait un peu désordre pour le détenteur du prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix le plus controversé fut peut-être celui de Henry Kissinger, secrétaire d'État américain. Il fut récompensé pour la signature du traité de Paris censé mettre fin à la guerre du Vietnam. Il obtint ce Nobel conjointement avec le duc Tho, qui, rappelons-le, refusa le Nobel. En fait, beaucoup reprochaient à Kissinger d'avoir soutenu des dictatures sanglantes d'extrême droite pour lutter contre le communisme durant les années de la guerre froide. On l'accusait aussi d'être à l'origine de l'escalade du conflit vietnamien. Évidemment, on ne peut parler des prix Nobel controversés sans évoquer celui de Yasser Arafat en 1994. En effet, durant les années 40, voulant s'engager dans l'activisme antisioniste, Arafat est entraîné par un officier de la Waffen-SS. Dans les années 50, il se rapproche du groupe des Frères musulmans qui désirent ni plus ni moins que l'islamisation du monde. Il participe avec eux à des actes terroristes contre les intérêts britanniques. Dans les années 60 à 70, on imputera à Yasser Arafat de nombreux attentats meurtriers, dont l'explosion d'un bus de ramassage scolaire roulant sur une mine enterrée par ses hommes. On se pose aussi encore des questions quant à son implication dans la prise d'otage tragique des athlètes juifs aux JO de 1972. On se souvient aussi qu'Arafat s'était allié à Saddam Hussein et qu'il n'avait pas condamné l'invasion du Koweït par ce dernier. Bref, on peut comprendre pourquoi l'attribution du prix Nobel de la paix à cet homme fit couler autant d'encre. D'ailleurs, l'un des membres du comité d'attribution du prix Nobel démissionnera pour montrer son désaccord. Il me semble aussi important d'évoquer le cas de Fritz Haber, scientifique qui développa les terribles armes chimiques connues sous le nom de gaz moutarde, utilisées par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. En 1918, il est très surpris de recevoir le prix Nobel de chimie. Les grands gazés survivants de ce conflit, ayant perdu la vue ou l'essentiel de leur capacité pulmonaire, ne seront pas moins surpris. Fritz Haber dira qu'en 1918, il s'attendait plutôt à passer en cour martiale. Oh, et puis, je ne peux m'empêcher de vous parler d'Otto Hahn, qui découvrit la fission nucléaire en 1938 et qui en fut récompensé en novembre 1945 par l'attribution du prix Nobel de physique. 3 mois seulement après le largage des bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Encore mieux. Egas Moniz reçut le prix Nobel de médecine 1949 pour sa mise au point de la lobotomie pour traiter certaines pathologies psychologiques. On croit rêver. Enfin, nous pourrions rappeler que celui qui incarne le plus l'amour de la paix dans l'histoire universelle, le Mahatma Gandhi, n'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix. En revanche, accrochez-vous à vos sièges, Hitler, Staline et Mussolini furent tous trois présélectionnés pour l'obtention du prix Nobel de la paix. Nous voyons donc que ce prix Nobel suscite beaucoup de controverses. Ne pourrions-nous donc pas tomber alors d'accord avec Jean-Paul Sartre, qui préconisait de ne pas honorer une personne de son vivant? Ne faudrait-il pas attendre la mort de la personne nobélisable pour mieux juger en ayant une vue d'ensemble de sa vie, quand on voit les erreurs qui furent commises? Était-il judicieux de donner le prix Nobel de la paix à Barack Obama en 2009, après moins d'1 an d'exercice du pouvoir, alors que les États-Unis étaient embarqués dans 2 guerres? Mais ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.